Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission de Peplum Tale, le podcast de Peplumland. Après un podcast consacré à l'auteur phare des Peplum, Steve Reeves, puis un passage dans la mythologie peinte par Disney dans son dessin animé Hercule, je vous emporte aujourd'hui à Cuba. Pour cela, je vous propose de nous intéresser à une actrice ayant marqué les films antiques au cours de sa courte carrière. Alors, permettez-moi de vous présenter Chelo Alonso. Chelo Alonso naît en 1933 à Camagüey, petite bourgade ne comptant que 2000 habitants à l'époque. Bien avant d'être Chelo, la jeune cubaine se prénomme Isabel Apolonia Garcia Hernandez et grandit dans un quartier populaire auprès de sa mère couturière et son beau-père ouvrier agricole. Dans le livre Le Péplum de Christophe Chanclot et Linda Thayer-Merriot, les auteurs évoquent l'adolescence de la future star, qui passe la plupart de son temps à apprendre les danses africaines au contact des enfants noirs du quartier. À 16 ans, la jeune femme décide de partir à la conquête de ses rêves de cinéma. Chelo Alonso commence à prendre vie sur des petites scènes de music-hall, jusqu'à ce qu'un ami chorégraphe parvienne à la faire entrer sur les planches du casino de la Havane en 1950. C'est ce qui lui permet d'être propulsée sur le devant de la scène une première fois, puisque sa beauté, sa sensualité et son déhanché séduisent. Débute alors un tour du monde pour Chelo, qui se rend au Venezuela, à Porto Rico, Miami, Singapour et Vienne, avant d'achever sa course à Paris. En 1957, la danseuse démarre une nouvelle tournée au cabaret Nouvelle Air. Puis, elle est choisie par les Folies Bergères pour être meneuse de revue. Toujours selon le livre Le Péplum de Christophe Chanclot et Linda Thayer-Merriot, Chelo Alonso serait alors présentée comme la nouvelle Joséphine Baker. Rien que ça. Cette popularité arrive aux oreilles de quelques réalisateurs, ouvrant à Chelo Alonso les portes du grand écran dont elle rêvait tant. En 1958, les studios italiens de Cinecittà sont au cœur du monde cinématographique. Mais les studios De Paolis ont également décidé de surfer sur la vague du péplum, alors en plein essor. Le producteur Enzo Merol y prépare le film Sous le signe de Rome, une œuvre italo-franco-germano-yougoslave réalisée par Guido Brignone. Oui, tout ça. La puissance romaine était à son apogée. Va retrouver tes sujets et conduis-les vers la prospérité sous le signe de Rome. Dans son dictionnaire du péplum, l'auteur Claude Aziza qualifie ce film, je cite, de fantaisiste biographie de Zénobie, la nouvelle Cléopâtre qui s'est dressée contre Rome, incarnée avec une insolite blondeur par Anita Ekberg. Qu'importe, puisque la véritable star de Sous le signe de Rome sera contre toute attente Chelo Alonso. Cette dernière est d'abord contactée par le producteur pour un petit rôle de 6 jours, dressant son nom à la 10e place du générique. Mais ébloui par le charme de la danseuse, Enzo Merol demande au scénariste d'offrir un plus grand rôle à celle qui sera surnommée la bombe cubaine. Finalement, la présence de Chelo sur le plateau de tournage durera 2 mois, puisqu'elle incarnera Erika, la maîtresse du méchant, l'élevant à la place du second rôle féminin du long métrage. La suite se devine facilement. Je cite l'ouvrage de Christophe Chanclot et Linda Thayer-Merriot. Sous le signe de Rome sort en Italie le 5 mars 1958. En quelques jours, il faut d'urgence tirer une nouvelle affiche glorifiant Chelo, qui remplace au premier plan les vedettes Anita Ekberg et George Marshall. La presse italienne ne parle plus que de la belle cubaine. Tu attends qu'elle devienne folle de lui? Tu joues un jeu dangereux. Elle lui offrira le pouvoir. Regarde-les. Elle est en extase. Il l'a transformée. Puisqu'un péplum a ouvert les portes de la célébrité à Chelo, le chemin du film antique est tout tracé pour la désormais actrice. Mais ses aptitudes de danseuse ne sont pas évincées, et ce sont d'ailleurs 2 scènes de danse qui lui sont offertes dans son 2e long métrage, La Terreur des barbares, réalisé par Carlo Campogalliani et sorti en 1959. Ce film est le début pour Chelo d'une ère de péplum sur l'univers barbare, dans lesquels la jeune femme fait merveille, pour reprendre les mots de Claude Aziza.
L'auteur latiniste précise que Scello s'égare dans quelques films d'aventure, avant d'arriver au sommet de sa gloire grâce au film La Reine des Barbares de Sergio Grieco. Nous sommes en 1960 et l'actrice cubaine obtient enfin le rôle principal d'un film, qui plus est celui d'une reine. Autant viser la lune après tout. Ce bracelet. Mets-le en souvenir de moi. Il te protège et te porte chance. Vive Tania! Vive la reine des Barlas! Salut le nouveau chef des Barlas. Dans ce péplum, Scello interprète Tania, la fille adoptive du roi de la tribu tartare des Barlas. À sa mort, la femme prend la tête du clan. Je cite à nouveau Claude Aziza pour la suite. Au milieu d'une intrigue aussi échevelée que les autres, et dont la mise en scène égale là aussi à zéro, à la fraîcheur de la nouveauté, la belle Tania réussit le tour de force de commander de rudes tartares, puis de transformer ses farouches nomades en de paisibles sédentaires. Et enfin, en épousant le robuste chef des tartares noirs, elle qui est la fille adoptive d'un tartare blanc, d'unir le principe de réalité et celui de plaisir. Quoi qu'il en soit, ce film scelle sa célébrité. Son charme transporte les spectateurs qui voient alors la comédienne par-delà la danseuse. Bingo pour Scello. Les terres ennemies, les hordes cheminaient sans vivre et sans eau, dans les steppes immenses, sous la conduite de la reine des barbares. Il ne nous reste qu'à attaquer Khwarizm. C'est notre seule chance. Khwarizm? Mais c'est de la folie, Tania. Si notre tribu doit mourir de faim et de soif, mieux vaut mourir à Khwarizm. En 1962, l'actrice, jeune mariée, devient maman et réduit alors ses apparitions à l'écran, pourtant à l'apogée de sa carrière. Avant cela, cependant, la cubaine est à l'affiche de deux autres péplums. D'abord, Le géant de la vallée des rois, en 1960, de Carlo Campogalliani, dans lequel elle campe la méchante reine Smedès, adversaire du héros machiste, deuxième figure fétiche des réalisateurs de péplum derrière Hercule. Puis, en 1961, Antonio Leon Viola l'a choisi pour un autre rôle de reine dans son péplum machiste contre le Cyclope. À travers un personnage méchant, mais tout de même attachant et mélancolique, qui se sacrifiera pour sauver la vie de Machiste, Scello Alonso tire sa révérence au péplum. Après des apparitions dans quelques westerns qui viennent balayer le péplum d'un coup de Santiago, Scello aura également droit à un rôle muet dans le très célèbre film Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, sorti en 1966. Puis, après 1968, Scello n'apparaîtra plus sur les écrans. Dans le magazine Ciné Revue, numéro 8, paru le 19 février 1960, Scello Alonso déclarait alors « Comment peut-on danser, c'est-à-dire extérioriser quelque chose qui est en soi, et penser en même temps à la caméra, aux limites du chant, au maquillage, à la censure ? Le cinéma n'est pas fait pour moi. » La comédienne vivra ainsi une vie discrète jusqu'à son décès le 20 février 2019, emportant avec elle des notes de musique cubaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast de Peplum Tale. Comme toujours, rendez-vous sur le Twitter Peplumland d'ici la prochaine émission pour continuer à parler de l'Antiquité à travers le cinéma et les séries. Passez une bonne journée épique et à bientôt.